Bonjour à tous, bienvenue à la seconde émission du Guide de l'auto dans le garage. Ça me fait plaisir de vous recevoir à nouveau. Alors, dès le début, je vous invite à partager. Si vous le partagez, tous vos amis vont être en mesure de voir ce qui se passe, répandre la bonne nouvelle et surtout l'émission. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous cette semaine. Ce que j'ai dans le garage, le Infiniti QX30 2017, c'est un véhicule qui s'inscrit dans une tendance qui est en forte hausse, les VUS de luxe sous-compact. Donc, on sait que les VUS ont toujours eu la cote, mais maintenant, ce sont les modèles beaucoup plus compacts que les gens apprécient. Donc, on va en parler bientôt. J'ai également avec moi Carl Nadeau. Carl Nadeau, qui est porte-parole de Michelin, mais qui est aussi un journaliste automobile, un bon copain à moi. On va pouvoir échanger sur plusieurs sujets. Il va venir me rejoindre dans pas long. Ce qu'il faut remarquer aussi, on va parler de pneus. Moi, j'ai triché un petit peu cette semaine parce que le véhicule de presse, je suis allé faire changer les pneus pour remettre à l'essai un ensemble de pneus Michelin. Donc, en fait, je ne l'ai pas dit aux gens d'Infiniti ni de Nissan. Donc, ils ne savent pas, mais on a substitué les pneus du véhicule pour aller mettre à l'essai ces pneus-là. J'aurai la chance d'en parler justement un petit peu plus tard avec Carl Nadeau. Hey, j'amène un nouveau concept intéressant. J'ai décidé pour les prochaines semaines de vous lancer des top 5 irrévérencieux. Là, il ne faudra pas le prendre au premier degré, hein, c'est vraiment pour s'amuser parce que ne tente pas de mourir jeune. Et puisque cette semaine, Volkswagen est dans l'actualité, on sait que finalement, ils vont faire un règlement aux Canadiens pour ce qui est du Dieselgate. D'ailleurs, bravo à Volkswagen qui va offrir un règlement. Je vous dirais que si au Québec, on avait une lettre d'excuse et un chèque à toutes les fois qu'un gouvernement, un fonctionnaire, un entrepreneur ou quelqu'un nous floue, d'après moi, on recevrait un chèque à chaque jour, mais bon, les constructeurs, eux autres, ils n'ont pas le choix de la jouer politically correct. Alors, bravo tout de même à Volkswagen qui va remercier ses clients et surtout mettre les pendules à l'heure au niveau financier. Vous pourrez également lire la nouvelle sur le guide de l'auto, voir c'est quoi les options qui s'offrent à vous si jamais vous êtes propriétaire d'un Volkswagen diesel équipé du 2 litres T, du 2 litres TDI plutôt. Alors, mon top 5 irrévérencieux. Alors, la semaine prochaine, je vais le faire sur les véhicules électriques. Cette semaine, sur Volkswagen. Top 5 Volkswagen qui démontre que vous êtes un fan inconditionnel de la marque. En premier, vous conduisez avec des lunettes soleil pour ne pas être aveuglé par les nombreux témoins d'avertissement allumés dans votre tableau de bord. Hein, vous savez, on a souvent un arbre de Noël dans un Volkswagen. Numéro 2, vous croyez que la Beetle est la voiture parfaite pour un célibataire de 20 ans et que la fourgonnette Routan est le meilleur produit Volkswagen. Pas besoin d'élaborer sur le sujet. Troisième place, vous croyez que le diesel propre de Volkswagen pourrait vous servir à laver votre lessive. Vous vous souvenez, au lancement, on avait mis une petite guenille noire en arrière, une petite guenille blanche en arrière du pot d'échappement pour montrer que c'était du diesel propre. Quatrième position, qui montre que vous êtes un fan inconditionnel de Volkswagen. Siri est devenue jalouse tellement vous lui demandez d'appeler souvent votre concessionnaire. Et en dernière position, vous croyez que le scandale de l'ex-président Clinton va laisser plus de taches malpropres que le scandale du diesel propre de Volkswagen. Et voilà, c'est terminé. Alors, ne me lancez pas des roches, chers amateurs de Volkswagen, dans la rue. Semaine prochaine, je vous le dis, véhicule électrique. Dans 2 semaines, en fait, on va s'amuser avec ça. Alors, prochain topo. Topo qui me tient à cœur. J'ai parlé cette semaine sur notre site web. En fait, j'ai publié un texte qui parle de la conduite hivernale. Vous savez, il y a eu la première tempête, puis les gens, on a eu beaucoup d'accidents juste un petit peu avant que le 15 décembre. Et là, dans les médias, on soutenait que les gens avaient peur de leurs pneus d'hiver. Ça me fait toujours rire parce qu'on s'est débrouillé pendant 100 puis 50 ans au Québec sans pneus d'hiver, puis il y avait des sorties de route pareilles, puis il y a des gens qui se rendaient à destination pareil. Donc, souvent, on met ça sur le dos du véhicule, les distractions ou des pneus. Mais c'est très rare qu'on blâme le conducteur. Puis moi, j'ai toujours écrit, c'est important pour les conducteurs d'investir dans la façon dont vous conduisez. Vous savez, on se paye des cours de golf, des cours de tennis. Même chose pour nos enfants, on les inscrit dans le sport, on paye des leçons supplémentaires.
mais à peu près jamais on investit dans la façon dont on conduit. Et je peux vous dire que c'est très important. Il existe une panoplie d'écoles qui vont vous apprendre un paquet de détails, si ce n'est comment bien s'asseoir dans le véhicule, comment placer ses miroirs, comment réagir dans une situation. Vous savez, perdez le contrôle, il y a un poteau, oh le poteau, le poteau. Mais au lieu de regarder le poteau, il faut regarder où on veut aller. C'est tous des éléments qu'on apprend dans une école de conduite. Et il y en a une qui existe, et c'est l'école de conduite Claude Bourbonnais. C'est un chic type qui, lui, s'installe à Vaudreuil cet hiver. Vous pouvez y aller avec votre véhicule. Il y a quelques forfaits disponibles, que ce soit un cours de rafraîchissement ou pour apprendre. Puis en plus, vous allez vous amuser. Vous pouvez y aller avec votre véhicule. Vous pouvez en louer un. Vous allez apprendre à contrôler votre véhicule et c'est drôlement important de le faire. Alors, je vais mettre les détails aussi sur ma page et sur le site web du Guide de l'Auto. Donc, vous allez pouvoir trouver des liens. Ça pourrait faire un très beau cadeau de fête pour l'être aimé ou pour vos enfants. Alors, n'hésitez pas à investir dans la manière dont vous conduisez. Alors, je vais aller peut-être, on a des commentaires aussi. Richard Boussonneau qui aime bien le style de ce petit veste. On y arrive, je vais vous le décrire en détail. Mais avant, je vais introduire mon invité. Alors, il me fait plaisir d'accueillir M. Carl Nadeau. Bonjour, Carl. Salut, en forme? Ben oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Vous avez sûrement reconnu Carl. Carl, en fait, qui est à la barre avec, à TVA avec l'émission Propulsion, avec Jacques Dehaye. Il y a également Simon Dionvien, un bon ami, un autre pilote aussi. Oui. Fait que je peux dire que ça sent la testostérone. Ouais, on voit ça que vous vous amusez amplement. On te connaît aussi dans Équipé pour rouler. Oui. Un show d'ailleurs que tu ne m'as jamais invité. Mais bon, je te pardonne parce que je le sais que tu ne voulais pas que j'y aille pour mettre la barre trop haute dans les temps. Ça, ouais. Personne n'arrive à faire mieux. On a fait 8 belles années, 160 shows, ça a été de toute beauté. Vous êtes de près la décision d'y aller après ça avec les pires chauffeurs québécois pour remplacer. On a 4 saisons de tournée, on est en train de préparer la 5e saison en tournage. Ça bouge. Bon, c'est génial. Et Carl aussi, je dois vous le dire, il fait quelque chose que je rêve de faire. Il fait de la course automobile, mais il est aussi en coupe Nissan Micra. Pour ceux qui ne le savent pas, la coupe Micra, c'est une des séries les plus abordables. On peut s'acheter une Micra qui est toute préparée et se lancer en piste. Je t'ai vu courir à Trois-Rivières et ça a l'air assez passionnant. C'est hyper agréable. Il y a beaucoup d'autres séries. Pour le monde qui sont intéressés au sport automobile à moins de budget, tu peux aller avec Super Production Challenge au Québec. Les budgets, tu vas couper par 4, 5, même 6 que les budgets qui sont en microcop. Donc, il y a moyen d'avoir bien du plaisir ici à la maison au Québec. Bien, cette semaine, on n'est pas là pour parler de coupe Micra. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais on est ici pour parler de pneus d'hiver. C'est la saison. On y goûte d'ailleurs avec le nombre de tempêtes qu'on a. Et souvent, les gens, bon, on est souvent renseignés pour l'achat d'un véhicule, mais lorsqu'on arrive pour des pneus, on se présente un peu chez le marchand, puis on ne sait pas trop où se diriger. Alors, ma première question pour toi, en fait, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon pneu d'hiver? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Bien, c'est certain que c'est un ensemble de choses importantes. À la base, il faut identifier son besoin, mais une des choses qui va être le plus important pour un bon pneu, un pneu d'hiver, c'est la qualité du caoutchouc. Le composé de gomme, ça, c'est d'une importance absolument capitale. La structure du pneu, la composition du flanc et de la manière que le flanc travaille. Des fois, il y a des produits qui vont avoir une certaine adhérence, mais à la minute que tu veux changer de direction, surtout en situation d'urgence, il y a des pneus qui réagissent d'une façon absolument exécrable. Et bien sûr, le composé, la semelle du pneu qui va être hyper importante aussi. Parce qu'il faut comprendre, un pneu, un peu, c'est comme se marier, hein? Il y a toujours des compromis. Hein? Un pneu qui serait trop performant ne serait pas durable et vice-versa. Donc, il faut toujours, c'est difficile pour un fabricant d'aller chercher le compromis idéal. C'est là où certains manufacturiers vont réussir et d'autres vont avoir des échecs lamentables. Moi, on s'en cache pas, je suis un fan de Michelin depuis toujours. C'est des produits que j'ai essayés sur piste puis dans la rue énormément. Et si tu prends le Michelin XS XI3, dans tous les tests possibles et imaginables, conditions de froid extrême, température plus près de 0 degré, dans slotch, dans neige épaisse, en changement de direction, en freinage, etc., dans chaque catégorie, il se classe top 3 tout le temps, mais il garantit 60 000 km. Donc oui, il y a moyen d'avoir un pneu qui fait tous les travaux très, très bien, et en plus qui est durable. Mais pour ça, c'est sûr que si on prend un produit bas de gamme, une marque que vous n'avez jamais entendu parler de votre vie, en effet, ça se peut que vous fassiez 10 000 km puis que les 10 000 km, vous ayez les doigts rentrés dans le volant. Là. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'y mettre le prix? Parce qu'on le sait, lorsque vient le temps de s'acheter des pneus, c'est souvent avant Noël, donc on a déjà beaucoup de dépenses.
Et là, on a des offres avec un pneu à 100 $ l'unité, un pneu à 200 et 300 $ l'unité. Alors, où est-ce qu'on trace la marque? Bien, souvent, les différences de prix, c'est plus des fois de 5, 10, 30, 40 %. C'est rare que ça va dépasser ça, les écarts de prix. Puis moi, je pense toujours au long terme. Quand je fais quelque chose, je me dis la pire erreur que je fais, c'est d'acheter quelque chose qui, un, ne répond pas à la demande, ou deux, qui ne sera pas durable. Je vais être obligé de racheter 2 puis 3 fois, alors que certains autres produits auraient une durée de vie où ça aurait été possible de le faire. Donc, quand je magasine pour un pneu, voici mes besoins, j'ai ma liste préétablie, puis je ne bouge pas du tout là-dessus. Et oui, ça vaut la peine de mettre un peu plus cher. Et si tu le calcules, 60 000 km, XS XI3, c'est un produit qu'on va discuter aujourd'hui, 60 000 km, ça va faire, normalement, le Québécois moyen fait 10 000 km par hiver. On est rendu à 6 hivers. Là, après ça, tu rajoutes tes enfants dans les bancs de bébé en arrière, puis ta blonde. Ta vie, pour 60 000 km, est-ce que ça vaut la peine d'avoir sauvé 20 $ cette année? Ma réponse, c'est non, ça ne vaut pas la peine. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le papier que je tiens, là, le pneu qui touche à la route, c'est même pas la largeur complète de ce papier-là. Vous avez à peu près 4 patchs comme ça qui tiennent le véhicule à la route. Donc, lorsque vous pensez à vos pneus, c'est hyper important de penser que c'est ça qui transmet la traction à la route et qui vous tient sur le chemin. Ta voiture pèse 4 000 livres. Déjà là, c'est beaucoup de masse en mouvement. Les voitures modernes ont beaucoup de systèmes embarqués, qu'on parle d'ABS, contrôle traction, contrôle stabilité. Tout ça, c'est bien beau en théorie, mais s'il n'y a pas de traction, s'il n'y a pas de contact au sol, ça ne donne absolument rien d'avoir tout ça. Là. J'ai mis à l'essai, on a installé les Michelin XI3. J'ai d'ailleurs fait quelques images. Et en fait, sur le véhicule, les pneus d'origine, c'était des Toyo. Et lorsqu'on a installé ces pneus-là, j'ai trouvé dès le départ qu'ils étaient un petit peu plus confortables. On sentait la conduite un peu plus confortable. Niveau sonore aussi plus exactement. bas. Peux-tu nous parler de ces pneus-là un peu? Bien, la technologie est assez extraordinaire. À la base, le composé de semelle Flex Ice, c'est vraiment un composé de caoutchouc qui est révolutionnaire. Le pneu date déjà de quelques années et il performe encore top 3 dans chacune des catégories. Pour ça, ça veut dire qu'il a amené quelque chose de bon. Il y a beaucoup plus de silice qui a été blendé vraiment dans le compound. Et le silice, c'est un peu un miracle dans le pneumatique au sens où ça va donner beaucoup d'adhérence, beaucoup de grip, mais en même temps, ça va réduire l'usure d'un pneu. Donc, c'est un produit qui est vraiment intéressant. 60 % je pense, de la croûte terrestre est faite de silice. On s'entend que c'est un produit qui en a en masse. Le problème, c'est que c'est très dur à mélanger le silice dans du caoutchouc. Michelin a trouvé une façon de le faire et ça fonctionne bien. Deuxièmement, il y a des micropompes. Donc, les micropompes, c'est quoi? Quand on fait du patin, on a une lame de métal sur de la glace. Ce qui fait que ça glisse et que le patin avance, c'est que la friction fait une petite couche d'eau très, très fine qui fait que le patin peut glisser. Il se produit le même phénomène entre un pneu et de la glace. Donc, les micropompes vont évacuer cette eau-là. Donc, meilleur contact, meilleur grip, encore une fois. Et bien sûr, tu as les micropompes, tu as tout. Le composé de vraiment la forme de la semelle fait que c'est un pneu qui, si on arrive vraiment trop vite dans un virage et que ça glisse, c'est très facile d'aller reprendre de l'adhérence. Et tu as tous les pneus d'hiver. Les crampons ici. Et voilà. Et tous les pneus d'hiver sont lamellisés. Un pneu d'hiver classique, lamellisé, si vous regardez un pneu par le dessus, vous voyez le composé de semelle, vous allez voir comme si ça avait été tranché avec des lames de rasoir. En temps normal, c'est lamellisé en ligne droite, ce qui fait que la plupart des manufacturiers vont lamelliser sur à peu près 50 % de la gomme parce que ça cause beaucoup de flexion aux pneus. Michelin, la façon qu'ils l'ont fait, c'est tridimensionnel, donc c'est lamellisé un petit peu en Z à l'intérieur. Donc, quand tu arrives vite et que tu prends un virage ou que tu as un évitement d'obstacle, un camion qui fait une mise en portefeuille, tu dois faire un évitement rapide, le fait que ce soit lamellisé comme ça, c'est que ton pneu s'appuie sur lui-même et tu ne perds pas de précision de volant. Et ça, la précision et la rapidité avec laquelle un pneu va réagir, ça peut sauver la vie de ta famille. Donc, pour moi, c'est essentiel d'avoir ça. Très intéressant. On va parler un petit peu du véhicule, l'Infiniti QX30 que je mets à l'essai cette semaine. J'aurai d'ailleurs aussi l'occasion de mettre les pneus un peu plus à l'essai. Mais j'ai tourné quelques images avec le véhicule un petit peu plus tôt. Alors, on va regarder ça, voir c'est quoi les origines de ce véhicule-là. Alors, ce que j'ai derrière moi, c'est le Infiniti QX30 2017. Vous pourriez croire que c'est un véhicule typiquement japonais ou Infiniti. En fait, c'est pas le cas. Ça paraît pas nécessairement lorsqu'on regarde son style et du côté design, mais si on regarde la clé et surtout si on regarde à l'intérieur, je vais vous montrer ça avec la caméra, vous allez découvrir les attributs d'un autre véhicule.
normalement, lorsqu'on regarde les commandes ici à l'intérieur de la porte, mais regardez l'habitacle en général, l'instrumentation, le volant et le tableau de bord. Alors, vous allez découvrir, pour ceux qui ont un bon œil, l'inspiration de chez Mercedes. Et vous auriez tout à fait raison, parce que du côté d'Infiniti, on a pris une entente avec Daimler et Mercedes pour se doter plus rapidement d'un VUS sous-compact. On sait que c'est un segment en forte explosion. Donc, Nissan Infiniti, au lieu d'attendre d'avoir son propre modèle, on a pris la Mercedes GLA et on l'a modifié au niveau esthétique, à l'intérieur également un petit peu, pour l'offrir à la sauce Infiniti. Sur le capot, c'est la même mécanique, c'est un 4 cylindres turbo-compressé qui développe 208 chevaux, 258 livres-pieds de coupe et c'est maté une transmission automatique à 7 rapports. Même composante mécanique. Chez Infiniti, il est un petit peu plus abordable. On parle d'environ 2000 $ de moins. Pourquoi? C'est qu'on l'offre en version à traction, alors que chez Mercedes, le rouage intégral 4MATIC est de série. Est-ce qu'on vous recommande une version en traction? Pas nécessairement. Dans le cas d'un VUS, c'est toujours plus intéressant d'opter pour le rouage intégral et celui d'Infiniti est fort efficace. S'il favorise notamment les roues avant pour une économie de carburant, pour une sensation d'un véhicule à 2 roues motrices conventionnel, il pourra tout de même transmettre jusqu'à 50 % de son couple aux roues arrière lorsque c'est sur une chaussée glissante ou en cas de besoin. Le véhicule, on l'a trouvé très bien, dynamique. C'est assez compact, pas nécessairement beaucoup d'espace à l'intérieur, mais on leur gagne en plaisir de conduite parce qu'on a une bonne sensation de la route. Infiniti offre certes un véhicule de chez Mercedes, mais il a tout de même réussi à le personnaliser, à le mettre à la sauce japonaise, surtout à l'intérieur. L'habitacle est bien fini, les surpiqûres, on l'aime beaucoup. On aura la chance de vous en parler un petit peu plus au cours des prochaines semaines. Vous pourrez lire mon essai complet sur le site web du Guide de l'Auto. Alors, merci à Alain Robert qui trouve l'émission vraiment cool. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est le temps. On vous voit live, donc on va avoir le temps d'y répondre. Si vous avez des questions pour Carl également, c'est le temps. On aime ça, vos commentaires. La bonne nouvelle, merci d'être avec nous, de nous suivre. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez retrouver l'émission en rappel sur notre page Facebook, mais aussi sur le site web du Guide de l'Auto. Dans la section Live dans le garage, toutes les émissions vont être archivées. Carl, toi, le Infiniti QX30, qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon Mercedes ou c'est un bon Infiniti? C'est un bon mélange, vraiment un bon mélange. J'ai aimé à l'intérieur le fait que, oui, tu as beaucoup d'éléments Mercedes. Bon, le tableau de bord, on le voit clairement dans l'écran. Tout ce qui est ajustement de siège, etc., les switches de lumière, c'est très, très Mercedes. Mais les sièges, la petite touche Infiniti, le fun, parce qu'au niveau design, je trouve qu'Infiniti, ils ont vraiment une très, très belle touche. Fait qu'ils ont réussi à marier les deux de très belle façon. Plaisir de conduite, c'est là. C'est certain qu'on a beaucoup plus une sensation de voiture traction que d'une voiture intégrale, mais au besoin, la puissance se transmet. Et une belle précision aussi dans le volant. Donc, freinage, très bon. Bonne précision de volant. Pour moi, c'est 2 éléments essentiels. Très, très confortable. C'est certain que si tu as une famille avec des enfants de 14, 15, 16 ans, bon, l'espace pour les jambes n'est pas parfait, mais c'est un mini SUV de luxe. C'est un peu normal. Mais pour la position de conduite, on est très bien traité comme conducteur là-dedans. Oui, je l'ai bien aimé à date. Au niveau design, c'est typiquement Infiniti. Par contre, on reconnaît la grille à double arche à l'avant. Puis également à l'arrière, le pilier C avec la forme trapézoïdale, comme on le reconnaît sur les autres véhicules Infiniti. Donc, au moins, on est allé chercher côté design des Q de chez Infiniti. Moi, c'est un véhicule que j'aime beaucoup. C'est vraiment une catégorie de véhicules que j'aime beaucoup. Ouais. On revient à nos pneus, Carl. Les clous, c'est bon, c'est pas bon des clous sur un pneu d'hiver? C'est bon en course sur glace. C'est bon si tu vis en campagne d'un endroit où est-ce que tu as 50 km sur un lac à faire avant de t'en aller chez vous. Mais dans la rue, moi, je ne suis pas un amateur de clous. J'aime pas ça pour plusieurs raisons. Premièrement, le bruit, c'est rapidement désagréable. Deuxièmement, on passe 50 % de l'hiver sur l'asphalte sèche. Tu sais, la vraie vie, c'est que dans de la grosse neige, de la grosse glace, il n'y en a pas de tant que ça pendant l'hiver. Et ça va rallonger la distance de freinage quand c'est sec. Exactement. Et là, les compagnies arrivent avec « Ouais, mais moi, mon clou, il sort pas beaucoup. Moi, mon clou, il sort moins, mon clou. » Ouais, mais au bout de la ligne, tu as toujours un clou qui sort du caoutchouc. Puis en freinage intense, quand justement ta vie en dépend, bien, le fait que ça prenne une longueur d'auto de plus, moi, ça me dérange. Mais oui, c'est vrai que sur la glace bleue,
Sur une condition là, vraiment exécrable, ça peut être bon, mais je trouve qu'il y a plus d'inconvénients qu'il y a d'avantages. Par contre, en course sur glace, je mets des clous parce qu'on roule sur de la vraie glace. Donc, ça fait du sens. Bon point. On a ici des pneus, des BF Goodrich All-Terrain. Les KO2. Exactement, c'est des pneus qu'on peut rouler 4 saisons. Ils ont même le pictogramme qui montre qu'on peut les rouler en hiver. Est-ce que c'est recommandé d'utiliser des pneus qu'on peut rouler 4 saisons ou c'est quand même mieux d'avoir des vrais bons pneus d'hiver et de garder ce type de pneus-là pour les 3 autres saisons? Je vais te répondre en 2 parties. Moi, je les ai testés au circuit Mécaglisse en plein hiver. 1 an avant qu'il soit introduit, j'avais un pick-up, un F-150, puis on a fait des folies mais sur piste, merveilleux. Et j'ai testé ça aux États-Unis sur une montagne de ski. On était en plein hiver, grimpé dans le bois avec ça. Ça a été vraiment extraordinaire en termes de performance. Et même, il y avait plusieurs personnes qui doutaient avec nous autres. Puis, une fois rendus sur le top de la montagne, ils n'ont bien pas eu le choix de dire que c'est hallucinant les performances du pneu. Par contre, dans une situation, encore une fois, extrême, à moins 25 degrés, ça glace bleue, personnellement, je vais prendre mes KO2, puis dans ce temps-là, je vais mettre des Michelin. Donc, moi, je roule mes KO2 parce que c'est ça que je roule sur mon camion l'été. Donc, je fais exactement les mêmes en 20 pouces. On voit que le trait est assez robuste. Est-ce que c'est bruyant? Pour sur l'asphalte l'été. Par rapport à la première génération d'all-terrain, c'est beaucoup moins bruyant. Il y a une différence qui est absolument majeure entre les 2 générations. Ça demeure un peu plus bruyant qu'un pneu traditionnel. C'est normal. C'est un pneu quand même qui est capable d'en faire plus. Mais le flanc, et moi, si je prends mon camion d'origine, il venait avec des pneus 4 saisons avec le pictogramme aussi. Et je trouvais, moi j'ai un Ram Laramie Longhorn 2016 4x4 diesel. Donc un gros truck, boîte longue, crew cab, un véhicule quand même assez long et pesant. Et je détestais dans les sorties d'autoroute la façon que mon camion, je tournais le volant. J'avais l'impression qu'il y avait un délai entre mon volant et ce qui se passait. Là. Tu sentais la flexion du pneu. Et quand j'ai mis les KO2, fini. J'avais l'impression d'avoir un pneu sport en termes de performance, ce qui était impressionnant sur la route. Et quand tu t'en vas au chalet, j'ai des amis qui ont des pourvoiries à La Tuque, fait que tu fais du chemin de gravel, je peux te dire que ça graffigne pas à peu près pour se rendre. Donc, c'est un pneu qui fait vraiment un très beau travail. J'ai des amis qui les utilisent à l'année, qui les adorent. Moi, je suis toujours un peu plus tatillon que la moyenne du monde. Donc, là où bien du monde va se satisfaire, moi, je viens du monde de la course, fait que je veux toujours la coche de plus. Donc, c'est sûr que rendu à l'hiver, moi, je vais mettre des Michelin, les Latitude XS2 sur le camion. Et je trouve que ça donne un petit edge de plus dans certaines conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir la chance de mettre tous ces pneus-là à l'essai. Et vous pourrez lire notre compte-rendu sur le guide de l'auto. Donc, si vous êtes dû pour des pneus ou pour l'année prochaine, bien, ça fera déjà 3 modèles qu'on aura à l'essai parce qu'on va également vous parler des pneus de camionnette LTS, LTX, hiver de la gamme Michelin également. On sait que des camionnettes, il y en a quelques-unes sur la route. J'ai roulé ça sur mon ancien truck. Donc, ça va sûrement en intéresser quelques-uns. On a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions avant de conclure. Donc, Alexandre Simon, rapport qualité-prix, est-ce que ça le vaut? J'imagine qu'on fait référence au QX30. Le problème avec ces véhicules-là, ce qui est moins le problème probablement chez Infiniti, mais certains constructeurs comme Audi, Mercedes ou BMW, moi ce que je leur reproche, c'est qu'on arrive avec un modèle de base qui est assez intéressant, mais si vous voulez obtenir un équipement décent, on tombe dans les groupes d'options. Et là, ces modèles-là deviennent onéreux tellement à un point qu'on tombe dans la gamme du X5, on va tomber dans la gamme chez Mercedes du GLE, du GLC. Donc, il faut être très prudent parce que ces constructeurs-là n'ont pas lancé ces véhicules-là pour obtenir un VUS de luxe plus abordable. On mise beaucoup plus sur le format compact, le plaisir de conduite. En fait, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Facilité de stationner en ville aussi. C'est un véhicule de format le fun qui est bien pratique dans la vie de tous les jours. Et c'est pas tout le monde qui a besoin d'un coffre immense puis d'espace arrière. Beaucoup de gens ont des VUS comme ça pour la vision, parce que tu es assis un petit peu plus haut, tu vois bien, c'est le fun, rouage intégral, mais justement qui ne veulent pas un méga VUS. Donc, c'est un compromis bien le fun. Je te lis une question. Normand Laberge, question pour Cal. Quelle est la profondeur minimale qu'il doit rester sur un pneu d'hiver? Excellente question. Quand est-ce que nos pneus sont finis? Bien, moi, là, au lieu de vous le mettre en millimètres puis que vous soyez en train de vous casser le bicycle, prenez juste un 25 sous.
Rentrez le 25 sous tout simplement dans un des traits du pneu sur la semelle. Et si vous voyez vraiment la tête de la reine au complet, c'est le temps d'échanger. Et même, je vous dirais, quand vous sentez là, que c'est proche un peu de ça, on change ça. Bon conseil, la tête de la reine, on change les pneus. Hey, merci beaucoup, Carl. Merci. En conclusion, je parlais tantôt de la conduite hivernale. Ouais. Je sais que tu es sûrement d'accord avec ce que j'expliquais. Toi, d'ailleurs, tu as participé. Michelin, ils ont eu une académie, mais toi aussi, je crois que tu as des séances de formation. Oui, ben, j'ai fait beaucoup de tournées pan-canadiennes, entre autres pour Michelin, de la Nouvelle-Écosse à Colombie-Britannique, pour former des gens. J'ai une formation qui s'en vient, mon circuit Sa-Mère, le dimanche 8 janvier. Formation d'une demi-journée, donc un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Plusieurs instructeurs qui sont avec moi qui sont tous des gars de course professionnels, pas parce qu'on veut que les gens aillent vite, mais parce que je pense que pour apprendre puis avoir quelqu'un qui peut déceler tous les petits détails pour vous aider à vous améliorer, ça prend des pros. Donc, je m'entoure d'une équipe de pros. Des formations qui coûtent 250 $ dans le fond pour la demi-journée, qui est le classique dans l'industrie. Il faut que tu aies payé les frais de piste, les instructeurs, puis tout ce qu'il y a à payer. Comme on dit, c'est plus un service qu'on rend à la société, mais c'est quelque chose auquel je crois énormément. Ouais. Je pense que les Québécois devraient être mieux formés et même que les moniteurs d'école de conduite auraient intérêt à venir suivre nos formations. Exactement, parce que dans les écoles, on apprend à respecter un code routier, à respecter les lois, mais on n'apprend pas nécessairement à contrôler et à maîtriser un véhicule. Il y a également des formations qui sont données par les constructeurs. Porsche ont le CAM4. Oui. C'est un petit peu plus dispendieux, mais vous aurez le plaisir de conduire des Porsche sur la neige. Donc, ça peut être intéressant. On va mettre toutes ces informations-là en commentaire également sur notre site web. Donc, vous aurez accès à tout ça. Pour la conclusion de l'émission, je vous souhaite de passer des belles fêtes, surtout d'être prudent sur la route. Puis, on va vraiment vous préparer une autre émission entre Noël et le jour de l'an. Puis, merci, Carl. On va sûrement te recevoir pour d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Ça fait plaisir. Merci. Soyez prudents, tout le monde. Au revoir.